Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Bienvenue à notre dernier webinaire avant la COP 30. C'est notre dernier sprint et nous sommes très heureux que vous puissiez nous rejoindre aujourd'hui. Si vous avez un moment, vous pouvez vous présenter dans le chat. Ce serait génial d'entendre d'où vous vous connectez. Et je voulais juste dire que tout le monde peut sauvegarder la conversation dans le chat aujourd'hui. Il y aura plein de liens partagés dans ce chat. Il pourrait y avoir des ressources intéressantes et donc vous pouvez bien sûr sauvegarder tout ce chat pour vos références futures. Nous fournissons un service d'interprétation aujourd'hui grâce à notre équipe d'interprètes de Tinta et vous pouvez donc trouver la traduction en portugais, espagnol, français et bahasa indonésien. Si vous cliquez sur les trois points en bas de votre écran et ensuite interprétation, vous pouvez ensuite choisir votre canal d'interprétation. Et la principale langue de la réunion d'aujourd'hui sera l'anglais. Nous enregistrons l'appel d'aujourd'hui comme nous le faisons avec tous les webinaires Groundwork et nous allons le partager sur notre chaîne YouTube ainsi que les présentations dans notre fichier Google Drive et je vais partager le lien de celui-ci avec vous maintenant. Ensuite, vous aurez accès, vous pouvez avoir donc accès aux présentations vous-même dans la langue de votre choix. Vous trouverez donc les présentations dans ce lien que je viens d'envoyer. Je pense que nous attendons encore l'arrivée de certaines personnes. Donc, encore une fois, bonjour, bonsoir, bon après-midi, en fonction de où vous vous connectez. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous pour ce dernier webinaire de l'équipe Groundwork avant la COP 30. Juste pour me présenter, moi-même et les autres dans l'équipe, je m'appelle Philippa Bailey, je suis consultante indépendante avec Groundwork. Je suis aussi connectée au Centre international sur la politique climatique, qui est un réseau international diplomatique qui pousse pour la haute ambition dans les processus de l'UNFCCC. Et ma collègue est Paula Alvarado, qui aujourd'hui est dans les coulisses, mais elle surveille et soutient notre travail dans le chat. Voilà, si vous voulez ouvrir votre caméra pour dire bonjour. Et nous sommes aussi soutenus par l'équipe incroyable de Tinta. Et le financement de ce projet vient du Food Nature Climate Dialogue, Julia Zanoli et Anna Alvarado et leurs collègues. Le projet Groundwork, dans ce projet, il est question de donner des perspectives politiques qui sont actionnables pour les leaders autochtones et leurs alliés pour les événements climatiques de l'année. Nous essayons de prendre l'intelligence politique du Centre international pour la politique climatique et nous l'alignons avec les priorités des peuples autochtones et des communautés locales. Nous livrons des séances donc en ligne de briefing avec aussi des documents écrits, mais il y a aussi la possibilité pour un soutien sur mesure si vous avez des problématiques particulières ou des perspectives régionales que vous voulez voir représentées. N'hésitez pas à nous contacter. Par rapport à ce que les thématiques que nous allons couvrir aujourd'hui, je vais faire un petit peu de préparation du terrain pour la COP 30 par rapport aux thématiques majeures qui façonnent cet événement. Nous allons entendre les retours, les perspectives de Edson Krenak du Brésil, qui est le responsable de Culture Survival au Brésil. Et nous allons parler un petit peu de comment combler les lacunes en matière d'action climatique et comment ces écarts, ou comment la COP 30 essaiera de combler ces écarts. Et ensuite, nous sommes ravis d'avoir Bassirou Issa de Repaliac parmi nous aujourd'hui, donc d'Afrique centrale.
et des leaders de l'organisation Amman en Asie qui parleront de leurs priorités pour la COP 30 et ce qu'ils espèrent voir accompli pendant cette réunion, pendant cet événement, excusez-moi. Par rapport à la préparation de la COP 30, jeudi et vendredi prochain avec le sommet des leaders globaux à Belém, dans l'état du Pará, cela va commencer, mais les négociations de la COP elles-mêmes vont commencer lundi 10 novembre à partir et vont durer jusqu'au 21. Cette COP est significative car cela fait 10 ans depuis l'accord de Paris. Vous savez tous que ça a été un point de changement, de bascule majeur dans les négociations climatiques. Ça a été la première fois qu'on a référencé des limites de température légalement contraignantes, la limite donc des 2 degrés et l'ambition de poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation à 1,5 degré. Et c'est toujours le cadre dans lequel nous travaillons à l'heure actuelle. Donc les dernières 10 années ont vraiment été une question de négociation sur les termes spécifiques de l'accord sous tous les articles de l'accord de Paris. Et cela est maintenant largement terminé. Cette année voit aussi le début d'un nouveau cycle de contributions nationales déterminées. Cela fait partie du mécanisme de Paris et c'est ce qu'on appelle euh, le ratchet. Si l'idée, c'est on ne peut que aller de l'avant et augmenter les ambitions dans nos cibles. Donc, dans les contributions nationales déterminées, c'est là où les pays peuvent définir leurs propres cibles pour les émissions de gaz à effet de serre. Et ils font ça sur la base d'une période de 5 ans. Et donc, ici, on voit où nous en sommes aujourd'hui, où est la flèche jaune. C'est le troisième cycle de ces contributions. Et à chaque fois, on pousse pour augmenter le niveau d'ambition. Le bilan mondial, c'est le processus qui évalue la distance que nous avons parcourue vers l'accomplissement de ces objectifs. Une autre caractéristique de la COP 30 de cette année, si vous pouvez passer à la prochaine diapo, Axel, c'est le soutien au multilatéralisme. Et cela, est très important car beaucoup de gens questionnent dans le monde la valeur de nos grandes institutions multilatérales, particulièrement où on vu du fait que les États-Unis sont en train de retirer leur soutien, non seulement pour le NEF-CCC, mais aussi dans d'autres espaces multilatéraux importants. Et ce que la présidence du Brésil a vu cette année, et ce que nous avons observé, c'est qu'il y a encore beaucoup de soutien pour l'action climatique multilatérale. Et en effet, il s'agit de la seule façon d'aller de l'avant. Une autre caractéristique de cette année, c'est une genre de caractéristique unique de la présidence brésilienne. Ils ont vraiment mis beaucoup d'engagement et beaucoup de nouvelles initiatives et de l'emphase sur ce qu'ils appellent l'agenda d'action, qui sont les acteurs non étatiques de la société civile, de l'entreprise, de l'industrie, certains gouvernements nationaux. Et ils voient ça comme un grand véhicule pour livrer les ambitions de cet événement. Vous aurez sûrement entendu parler du Cercle des peuples, qui est mené par la ministre Sonia Guajajara, qui est du ministère des peuples autochtones. Et cela a mené à la Commission internationale autochtone et aussi la Commission internationale des traditions, des communautés traditionnelles et des afrodescendants et des agriculteurs familiaux. La présidence brésilienne a aussi parlé beaucoup du concept du mutirao. Si je le comprends bien, c'est un concept autochtone qui vient du peuple Tupi-Guarani et cela représente un effort collectif auto-organisé pour se soutenir les uns les autres en moment de besoin. Et donc, c'est l'idée de se réunir tous pour atteindre les objectifs de la COP 30. Et pendant que tout cela est, même si cela est très positif, c'est un peu toujours assez pas clair d'un point de vue politique de comment le paquet de la COP va atterrir, comment est-ce que les négociations vont être menées. Et cela doit être dirigé par la présidence et ce qui est appelé la piste d'atterrissage pour ces négociations, cela doit être installé à l'avance et pour pouvoir comprendre là où on va devoir faire des concessions et des compromis. Et pour que ce processus fonctionne,
nous allons avoir besoin d'un leadership fort dans toutes les zones thématiques des négociations de la COP. Donc, s'il y a un point critique qu'on peut faire sur le Brésil, c'est qu'il y a eu beaucoup d'actions incroyables, mais il y a peu de clarté sur qu'est-ce qui doit arriver dans les négociations. Cela a été un peu, cela a manqué. Et finalement, et de façon très importante dans le contexte de la réunion d'aujourd'hui, la COP 30, cette COP 30 verra la plus grande présence autochtone, communauté locale et d'ascendance africaine de toutes les COP qui a jamais eu lieu pendant une COP. Et donc, nous espérons que dans les zones bleues ou toutes les zones de la COP, il y aura 3 fois plus de délégués autochtones qu'il y a eu par le passé. Et en dehors de la zone bleue, dans la zone verte et dans la COP autochtone et dans beaucoup d'autres espaces autour de la ville, il pourra y avoir des délégations jusqu'à 3000 personnes. Donc, c'est à peu près 10 fois plus de représentants autochtones que nous avons vus dans des COP précédentes. Donc, j'aimerais juste prendre une pause ici et passer la parole à Edson Krenak de Cultural Survival, survie culturelle. Comme je l'ai mentionné, il est le responsable à l'échelle brésilienne de cette organisation. Et Edson, si vous voulez partager votre présentation et vos réflexions sur comment Brésil se réunit pour cet événement à la COP 30. Merci beaucoup, Philippa. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. C'était un plaisir d'être ici avec vous. Merci pour l'invitation. J'ai l'honneur de partager certaines perspectives, spécialement de peuples autochtones, et j'ai préparé quelques diapositives pour illustrer mes points. Donc, je vais les partager avec vous. J'espère que vous pouvez les voir. Parfait. Donc, je travaille pour Cultural Survival. Je suis le responsable brésilien, comme l'a été mentionné. Et dans cette organisation, nous sommes une organisation globale qui soutient les peuples autochtones à travers le monde. Au Brésil, nous avons travaillé aussi avec les Quilombola, donc les Afro-descendants qui vivent dans des communautés traditionnelles. J'ai travaillé aussi avec la coalition Surge, ce qui veut dire sécuriser les droits des peuples autochtones dans l'économie verte. Et les photos que vous voyez ici, on voit des Machacabins, des peuples Machacami sur la droite dans leur projet d'agroforesterie. Et sur la gauche, vous voyez une image d'un dialogue communautaire. C'était un rassemblement international que nous avons eu en février dernier, où des communautés impactées par l'extraction de lithium au Chili, en Argentine, au Bolivie et au Brésil, des autochtones et des quilombolas se sont rassemblés pour parler de quels sont leurs territoires dans ce contexte de l'économie verte, la transition juste et aussi en avant des discussions de la COP. En fait, notre expérience, j'aimerais, avant de partager notre expérience, je voulais juste partager quelques chiffres et réalités avec vous au sujet des quilombolas et des peuples autochtones au Brésil. Le Brésil a une vision particulière sur les communautés locales. Peut-être que je ne connais pas d'autres pays dans le monde qui a, vous avez parlé de clarté tout à l'heure, Philippa, mais par rapport à ce sujet, sur la définition de qui sont les communautés traditionnelles et locales au Brésil, le Brésil a un bon exemple qui est clair sur la définition de qui ils sont et où ils vivent. Et une de ces communautés, c'est les communautés Quilombola. Donc, les Quilombola sont des afro-descendants, mais pas seulement des Noirs. Il, il s'agit de communautés qui vivent et qui gardent et qui conservent leurs traditions de leurs ancêtres, des tribus africaines, etc. Ils ont des moyens de subsistance particulières. Elles sont très similaires à ceux des peuples autochtones. Dans certaines zones, il y a même des chevauchements de territoire. Ils sont partenaires. Récemment, j'ai parlé à certains leaders quilombola avec des leaders autochtones et ils ont même partagé
un petit peu au sujet de leur hospitalité radicale pour faire face au changement climatique qui les affecte tous. Malheureusement, même s'ils sont très forts dans leur tradition et leur culture, ils font face à des défis similaires aux peuples autochtones. Vous pouvez voir ici les deux derniers chiffres. Seulement 12,6% de la population quilombola vit dans des territoires officiellement démarqués. Le reste vivent en vulnérabilité totale. Ils sont abandonnés par l'État par rapport à la sécurisation de leur protection et de leurs droits territoriaux. La deuxième carte parle des peuples autochtones au Brésil. Il y a plus de 300 peuples différents qui parlent plus de 200 langues. Et nous, malheureusement, même si le Brésil est un grand pays avec des grandes forêts comme la forêt amazonienne qui est importante et critique pour cette COP particulièrement, malheureusement, les gardiens de ces biomes, les gardiens des forêts font face à 61% d'eux vivent en dehors de zones démarquées autochtones et donc font face à cette même vulnérabilité aux impacts climatiques et aux risques d'insécurité, pas d'accès à l'eau, à l'éducation, aux bonnes informations pour sécuriser leurs droits et pour être impliqués dans ces luttes. Et donc, même si nous allons avoir cette grande participation de peuples autochtones, la plupart d'entre eux qui seront présents viennent pas pour célébrer la COP, mais aussi pour critiquer la COP, critiquer la COP en Amazonie, car la COP amazonienne a lieu dans un contexte de violation de droits de l'homme, de violation foncière, des droits fonciers. Pas seulement les impacts climatiques sur leur terre, sur la zone, la forêt climatique qui fait face ces dernières années et les 10-20 dernières années, les sécheresses les plus sévères de son histoire. Et ces communautés dans la forêt font face, sont souvent forcées à migrer à cause de cela. Ils n'ont plus accès aux ressources. Et donc, si vous comparez, par exemple, d'autres secteurs dans la société brésilienne, comme l'agronégoce, du soja, du bœuf, des extractions minières, des projets de développement. Je prends par exemple ces 700% d'augmentation sur la déforestation dans les 10 dernières années et sont associées à ces activités. Elles ont lieu, ces activités, dans la forêt amazonienne et dans le biome du Cerrado, qui est la savane brésilienne. Ce sont des biomes clés qui jouent un rôle important par rapport aux solutions climatiques et la plupart des peuples autochtones et les communautés locales vivent dans ces zones-là. Et malgré cela, si vous voyez les terres autochtones, elles représentent 13% du territoire, mais à cause de ce manquement de sécurité légale et de protection, malgré cela, ils, ils font face à la déforestation, mais ils sont capables de réduire le taux de déforestation à un chiffre très faible, 1,2%. Et ils sont aussi responsables de la protection de 20% des forêts natives, les forêts sur pied qui existent depuis plus de 500 ans. Euh, en parlant, si on considère l'ère coloniale des 5 dernières décennies. Donc, c'est un contraste assez clé entre d'un côté, les activités du gouvernement brésilien qui impactent ces gens et ce que ces personnes sont quand même en train de faire, d'accomplir comme résultat. Et vous avez déjà mentionné les contributions nationales. Et donc, il s'agit de ce que les pays présentent et ce que les communautés locales présentent au Brésil. Et même par rapport à ces chiffres qui sont hypothétiques, qui sont basés sur le travail de plaidoyer, les documentations que chaque organisation représentative partage, mais le point focal des peuples autochtones n'est pas juste sur la discussion des chiffres et concevoir des politiques qui sont belles, mais justement chercher des solutions concrètes. Et ces chiffres montrent comment leur approche est beaucoup plus concrète par rapport à la résolution de ces problèmes.
Et je vais mettre cette image ici pour pas prendre trop de temps. Je vais sauter cette diapo et je vais passer à la prochaine diapo. Tu vois, il s'agit de photos des peuples autochtones et des quilombolas de la vallée de Jequitinhonha où ils font face à des projets d'extraction de lithium. Je, je ne pourrais même pas expliquer la somme d'argent qui est en jeu par rapport à ce que eux ils reçoivent. Les compagnies d'extraction minière et les projets de développement qui impactent ces gens reçoivent des fonds climatiques beaucoup plus que ce que reçoivent comme aide ces communautés, juste pour que vous ayez une idée. Et il s'agit donc des préoccupations majeures de ces communautés, de ces peuples autochtones. Ils ont préparé donc leur propre contribution nationale, et pourquoi ils font cela? Parce que les pays n'incorporent pas vraiment les peuples autochtones et les communautés locales dans ces politiques. Ils, ils ne mettent pas en œuvre ces documents qui viennent de l'UNFFC, le FCCC, excusez-moi, à travers l'intégration des connaissances locales et autochtones. Même le Brésil a subi des manquements là-dessus. Nous avons un ministère, nous avons le ministère des peuples autochtones, mais malheureusement, ce que nous avons ici, on voit juste un résumé des contributions nationales des peuples autochtones. Vous pouvez les trouver sur le site de l'APB et aussi le document des NDC des Quilombola sur le site du Kodak, qui est l'organisation qui représente ces gens. Je ne vais pas vous lire ligne par ligne, mais boîte par boîte. Mais ce que nous voyons ici, c'est un diagnostic que ces gens, qui, même s'ils jouent un rôle critique pour lutter contre le réchauffement climatique, ils font face aux mêmes vulnérabilités, qu'ils n'ont pas de protection légale, ils n'ont pas de financement pour faire de la mitigation et pour protéger leur territoire, pas de ressources pour faire des mesures d'autonomie et de gouvernance. Ils font face à de nombreuses violations de leurs droits, du consentement libre préalable éclairé, etc. Donc, les priorités principales des peuples autochtones et des communautés locales au Brésil, qui sont prises spécialement des communautés quilombolas, c'est de voir ces propositions par rapport au forum qui sera lancé à la COP, le TFFF, la facilité des forêts forever. Ces politiques doivent être résumées dans une seule politique qui est de faire de la protection territoriale et de la démarcation. Ils veulent que leurs droits soient protégés et garantis par les autorités. Il y a aussi un dialogue avec le secteur du développement, les investisseurs d'industrie, etc., pour se focaliser pas seulement sur la mitigation, mais aussi la responsabilité pour intégrer plus d'acteurs dans ces propositions. Pas juste une approche top-down, du haut vers le bas et des mesures d'implémentation, mais pour qu'ils soient impliqués dans la prise de décision. Et comment est-ce que ces communautés proposent ça? Ils veulent qu'il y ait une cohérence avec une, euh, une conformité avec le consentement libre préalable éclairé. Tous les acteurs doivent avoir cette conformité avec le FPIC. Et la deuxième chose, c'est d'implémenter euh, des droits. Le moratorium sur le soja a été une proposition du IPLP il y a une dizaine d'années pour tracer les produits du soja qui venaient de la forêt, mais maintenant l'industrie a suspendu ce moratorium et il n'y a pas de possibilité pour implémenter ces lois de diligence si nous n'avons pas de moratorium, si nous n'avons pas de mécanisme pour protéger la forêt. Donc, il faut implémenter cette- ces lois. Et dernièrement, soutenir les mécanismes de financement dirigés par les autochtones en lien avec le climat pour financer l'accès direct à la finance climatique commence avec la planification avec les peuples autochtones. Vous ne pouvez pas planifier depuis le haut vers le bas
et comme si les autochtones n'étaient que seulement des bénéficiaires. Ils veulent faire partie de la planification aussi. Et finalement, pour conclure cette partie, il n'y a pas de transition juste dans cette COP. Il, il y aura une conversation énorme sur les minéraux de transition, il y aura un panel en lien avec cela, mais cela doit avoir lieu sans sacrifier des zones. Il y a un silence énorme sur la quantité d'extraction au nom de l'économie verte. Et donc, les peuples autochtones et les communautés locales plaident pour des territoires comme solution climatique. Ils ne sont pas juste des parties prenantes de ces situations, ils sont les teneurs des droits, les détenteurs des connaissances, et ils peuvent avoir une participation beaucoup plus décisive. Nous espérons que ce multi-là, cet effort collectif que le gouvernement propose de façon ambitieuse, nous espérons que ce ne soit pas quelque chose de juste superficiel si nous n'avons pas les peuples autochtones et les communautés locales dans les moments clés des négociations et des processus de prise de décision. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous avez soulevé plusieurs points et aspects importants sur lesquels les gens ont vraiment envie de voir une emphase lors de la COP. Et, et ces éléments ont fait souvent l'objet de critiques, notamment les droits fonciers, l'autodétermination, la protection du consentement libre, préalable et éclairé. Et nous avons eu plusieurs conversations, plusieurs webinaires sur les minéraux de transition. Donc, vous pouvez trouver tous ces documents sur le site web de Groundwork. Je crois que cette question sur la délimitation des terres est très importante. Nous allons en parler parce que étant donné que l'un des contributeurs sur la boîte de discussion, il a dit les CDN ne prennent pas en compte les délimitations des territoires autochtones. Donc, et vous avez parlé aujourd'hui des CDN autochtones qui sont mis sur pied par la PIB et les Kilomola qui prennent en compte cette vision. Comment est-ce que les peuples autochtones et la communauté traditionnelle euh, ont un impact sur les CDN pour que cela représente mieux l'impact de la délimitation territoriale en guise de stratégie? Merci pour cette question. Que les chers, donc nous devons mettre en œuvre cela. Le Brésil ne veut pas parvenir à un compromis en ce qui concerne les autres projets. Il ajoute simplement le forage à des fins pétrolières dans la forêt amazonienne. Le Congrès brésilien, pas seulement le gouvernement ou la présidence, mais le Congrès brésilien également fait référence aux lois environnementales pour pouvoir poursuivre le cadre temporel pour pouvoir compromettre la capacité des peuples autochtones à délimiter leur territoire et en guise de solution climatique. Je crois que ce sera le message principal dans le sujet de négociation principale. Si vous pouvez négocier tout autre aspect, la délimitation, elle est très importante. Donc, c'est un point central, c'est non négociable. Merci infiniment. Et nous allons discuter plus amplement de cette question avec Bassirou Issa de Répaliac et également Abdi de Aman. Je vais poursuivre avec certains des domaines où est-ce que cette COP veut combler les lacunes. Donc, vous avez dit le pays du Brésil fait face à plusieurs compromis. Ils veulent reconnaître les contributions des peuples autochtones et des populations locales et ils veulent assurer la croissance économique en même temps. Et il y a d'autres aspirations également. Et s'attacher à d'autres mécanismes de génération de revenus
mais cela pourrait également contribuer à l'avancement du changement climatique. Donc, c'est une position très compliquée qui est prise par le Brésil. Donc, la COP30 en général et la scène internationale va se retrouver et il est important de prendre en compte les défis en matière de changement climatique et les réponses qui sont déjà proposées. Malheureusement, il y a un fossé entre la sévérité de la situation et la manière dont les réponses y sont apportées. Donc, il est important, les négociations en ce qui concerne les textes juridiques, nous devons vraiment mettre de l'emphase sur cela afin que les décisions puissent être transformées en action dans le monde. Et on ne peut pas juste construire un pont dans une région pour pouvoir gérer tous les problèmes. Tout doit être fait de façon harmonieuse. Parce que quand on parle de l'atténuation, on réduit les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. On parle de l'adaptation, la manière dont nous vivons, la manière dont nous planifions. Quand on parle des pertes et des dommages, pour pouvoir compenser les pertes et dommages, il faudrait pouvoir s'adapter. Et on parle également du financement. Si l'un de ces piliers est bloqué, cela va suspendre tous les autres. Et cela s'applique également au financement parce que malheureusement, le financement, c'est le mauvais élève dans toutes ces stratégies. Nous avons parlé de l'approche du Brésil, notamment avec la présidence. Mais c'est très intéressant de voir dans quel domaine est-ce qu'il y aura des avancées. Je crois que vendredi et samedi, on va parler de la déclaration de Belém sur la faim, la pauvreté et l'action climatique centrée sur les personnes. Et ça, c'est une approche du Brésil pour pouvoir faire concorder les priorités sur la faim et la pauvreté et mettre en ligne de compte l'action climatique. Il n'y a pas de résilience climatique sans une justice sociale, par exemple. Et, et cela inclut les petits producteurs aliments, la transition juste. Donc, et cela constitue l'agenda du Brésil, notamment depuis la présidence du G20 en ce qui concerne la réduction de la pauvreté et de la faim et faire concorder cela avec l'agenda climatique. Le prochain point, c'est arriver à 4 fois le nombre de carburants durables d'ici à 2035. L'Italie, le Japon, l'Inde également soutiennent cette initiative. Il y a également les biocarburants, les biogaz hydrogène, pas de combustibles fossiles, mais les combustibles synthétiques qui pourraient utiliser dans des secteurs dont la transition serait difficile. Donc, mais cela soulève également des préoccupations, notamment en ce qui concerne les biocombustibles, les biocarburants et les effets sur l'environnement. Le troisième point, comme il a été relevé, c'est le T3F. Et il s'agit de traiter la forêt comme un atout financier sur le long terme. Donc, il est important d'avoir un mécanisme pour pouvoir générer des ressources financières qui pourront être acheminées vers les pays à forêt tropicale, y compris les PACL. Désolé, je suis allé vite. Donc, ça, c'est ce que le Brésil va présenter. Ça, c'est les initiatives phares du Brésil. Maintenant, il y a des lacunes dans 4 domaines principaux. Il y a les finances, il y a l'adaptation, il y a les émissions, il y a la nature, les forêts et l'alimentation. Prochaine diapositive. Donc, dans chacun de ces domaines, la COP voudrait pouvoir répondre à ces besoins, que ce soit à travers les négociations et le programme d'action. Et comme je l'ai dit, le programme d'action, c'est des acteurs non étatiques, c'est par exemple la société civile, les entreprises,
Donc, il y a malheureusement un danger parce que le programme d'action ne peut pas prendre la place des négociations parce que ce n'est pas contraignant juridiquement. Mais ce que le Brésil a fait, c'est de rassembler un grand nombre d'initiatives qui ont été menées au courant des 10 dernières années. Ça, c'est 300 initiatives qui sont en cours. Donc, on voudrait les harmoniser sur le plan thématique avec des piliers et des objectifs pour pouvoir former ce qu'on appelle les groupes d'activation qui seront responsables de la promotion de ces objectifs pour pouvoir faire avancer cette cause. Par exemple, nous avons l'initiative Chandia de l'Alliance mondiale qui fait partie de l'un de ces groupes d'activation et vous pouvez en voir davantage. C'est une opportunité importante pour les organisations autochtones en vue de leur participation au sein de ces groupes et afin d'amplifier davantage leur voix dans le programme d'action. Comme nous le savons, la COP ne tourne pas simplement autour d'un événement, mais il y a plusieurs événements. Donc, après les négociations et le programme d'action, nous avons un pavillon, nous avons la zone verte, nous avons la mobilisation, nous avons les conversations avec le public, les médias, les campagnes. Et tous ces éléments sont importants pour pouvoir faire avancer le processus. Même si vous ne participez pas à la zone bleue ou alors dans le programme d'action de façon directe, comment façonner les messages que le reste du monde entend? Parce que nous savons qu'il y aura des dizaines de milliers de personnes à la COP, mais il y a d'autres personnes qui ont un intérêt, mais qui ne pourront pas y participer. Donc, quel est le message qu'ils vont entendre en lien avec cette COP? En ce qui concerne les critiques de la COP, qu'est-ce qui sera mis en exergue? Est-ce que les gens vont rentrer avec une ou deux idées dont il nous revient de façonner les messages et cela sera très important. Avant de passer la parole à nos leaders autochtones, je voudrais juste revenir sur certains domaines où la COP30 voudrait combler les lacunes. J'ai relevé certains des domaines qui constituent des enjeux. En ce qui concerne les lacunes financières, il y aura des négociations, notamment l'article 9.1 et l'article 2.1c. L'article 9.1 porte sur les obligations des pays développés euh, euh, à payer les pays en développement, notamment ce transfert de richesses. Donc, il y a également l'harmonisation des flux financiers provenant de différentes sources. Donc, combien de nouvelles sources de fonds sont disponibles? Quel est le niveau de prévisibilité de ces finances? Donc, quels sont les taux et quel est le niveau de transparence? Maintenant, en ce qui concerne l'article 2.1c, on devrait harmoniser les flux financiers provenant de différentes sources et la discussion portera sur l'évaluation, la mesure de cet alignement, notamment les subventions liées aux combustibles fossiles et assurer un flux de financement aux économies locales. La COP30 va également aborder la feuille de route de Bakou à Belém vers 1300 milliards de dollars, donc, ce qui vient des négociations qui ont été effectuées l'an dernier. Donc, le Brésil, au cours des dernières années, a mené ces discussions, notamment en impliquant la Banque de développement multilatéral pour qu'il y ait un rôle un peu plus important pour des meilleurs taux de financement, la mobilisation des capitaux privés et la création d'un environnement réglementaire approprié. C'est une annonce importante, mais elle ne fera pas l'objet de négociations à l'occasion de la COP30. Dans le- Maintenant, un autre moyen de combler ces lacunes financières, c'est le T3F, comme je l'ai dit. C'est un outil d'investissement qui permettra de payer les pays à forêt tropicale à leur apporter un investissement pour continuer de conserver les forêts debout.
C'est vrai qu'il y a plusieurs risques liés à ce modèle, mais on pourra mobiliser 25 milliards de dollars pour pouvoir générer des intérêts pour payer les pays qui préservent les forêts tropicales, pour pouvoir donner des fonds. Donc, la COP30 va vraiment être un point important pour la mise en œuvre de cette initiative, notamment les personnes qui préservent les forêts tropicales, les PACL, les personnes d'ascendance africaine, cette personne qui préserve les forêts tropicales depuis des lustres. Est-ce qu'on pourrait avancer aux lacunes en matière d'adaptation? En ce qui concerne l'adaptation, c'est une question qui constitue une des priorités de la présidence depuis certaines années. Et la présidence veut vraiment obtenir des résultats majeurs en matière d'adaptation. Il y a par exemple l'adaptation sous-financée, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'adaptation reçoit très peu de financement, près de 5% du financement climatique. À la COP, deux points importants seront relevés. Le premier portera sur les nouveaux engagements financiers pour tripler le financement de la part des pays développés en matière d'adaptation. Et on voudrait également adopter des indicateurs d'adaptation. La liste initiale contenait 2000 indicateurs de progrès, un peu plus de 2000 même. Maintenant, on les a réduits à 100. Donc, il y a également certaines références aux peuples autochtones en matière d'indicateurs. Il y a également la sécurité foncière qui ne fait pas partie des indicateurs. Et ça, c'est vraiment une opportunité manquée pour mettre l'emphase sur le rôle des peuples autochtones et des communautés locales en ce qui concerne la préservation de leur territoire, comme nous l'avons dit. Je voudrais également parler des pertes et dommages. Donc, c'est un sujet à part, c'est un sujet distinct. Il y a certains changements qui ne peuvent pas être adaptés. Donc, il y a par exemple les événements catastrophiques. En ce qui concerne les pertes et dommages, cet élément disparaît souvent en matière d'adaptation. Maintenant, le fonds pour répondre aux pertes et dommages a été établi à la COP 28, dont il y aura un appel à proposition sur les domaines à financer. Il y aura également le lancement du réseau de Santiago pour apporter une assistance technique, notamment pour les pays qui font face aux pertes et dommages. Maintenant, on voudrait inclure les pertes et dommages dans les CDN. Et le rapport sur les pertes et dommages montre que c'est un domaine à prendre en compte. Maintenant, en ce qui concerne les lacunes en matière d'émissions, je crois que on a déjà parlé des CDN. Ça, c'est également un autre domaine dans lequel les pays n'arrivent pas à remplir leurs obligations euh, en matière d'objectifs climatiques. Donc, nous voulons qu'il y ait un accroissement majeur en matière de réalisation des objectifs. Donc, il y a une grande question. Comment est-ce que la COP va répondre à ces manquements? Donc, normalement, cette réponse devrait figurer dans le segment des leaders avec un document général qui résumera les éléments de la COP, y compris dans le travail, le flux de travail du GST. Il y a également le programme sur la transition juste le groupe de travail sur la transition juste qui est également important.
C'est un domaine de négociation qui découle de la COP 28, qui rassemble les questions économiques, sociales, environnementales. Comment est-ce que toutes les économies dans le monde assurent une transition vers une économie à faible pollution de carbone? Et dans le meilleur des cas, ça devrait être un forum équitable, inclusif, fondé sur les droits. Et ce sera très important de pouvoir pousser, promouvoir cela. Le caucus autochtone a des demandes claires dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du consentement préalable libre et éclairé et l'autodétermination. Il y a également les impacts négatifs de la transition. Il y a plusieurs domaines des territoires autochtones qui sont utilisés pour la transition écologique, que ce soit pour les énergies renouvelables ou alors les projets miniers. Et les peuples autochtones doivent être protégés de ces impacts négatifs de la transition, notamment les peuples autochtones en isolement volontaire et les premiers contacts. Leurs droits doivent être protégés, même s'ils ne, ne, ne participent pas à aux discussions et aux négociations sur ces éléments que je viens de relever. Donc maintenant, en dernier, avant de donner la parole à mon collègue, je voudrais juste parler de la nature, de la forêt et les pénuries alimentaires. Donc, je crois que d'une manière désagréable, même si elle aura lieu dans la région amazonienne, il n'y a pas vraiment un focus sur la déforestation comme cela devrait être le cas ou comme les gens se seraient attendus. Donc, je crois que le Brésil ne voulait pas être targué d'organisateur d'une COP qui porte sur la déforestation. Donc, il y a très peu d'éléments qui sont consacrés à la déforestation. Et ce qui a été exprimé de façon forte dans le Global Stock Taking. Donc, nous devons normalement inverser la déforestation d'ici à 2030. Donc, ce sera important d'apporter une réponse à travers le programme d'action, mais les ONG ont également proposé un plan d'action pour la mise en œuvre dans lequel on parle de la déforestation pour pouvoir créer une approche plus unifiée. Et cela inclut la prise en compte des droits fonciers et des peuples autochtones et des communautés locales. Un domaine dans lequel le progrès est attendu, c'est les synergies entre les conventions de Rio, établir un lien entre les conventions sur le changement climatique, la convention sur la biodiversité et la convention sur la désertification, pour pouvoir essayer de voir, de trouver des synergies. Donc, pour un monde meilleur pour tout le monde, pour toutes les espèces, et nous devons être en mesure de voir les endroits où ces stratégies peuvent être harmonisées pour faire avancer les choses. Enfin, maintenant, en ce qui concerne les natures, les clairières et les lacunes forestières, il y a des engagements importants. Il y a le renouvellement de l'engagement foncier pour les PACL en s'appuyant sur les 1,7 milliard de dollars lors de la COP 26. Et en plus de cela, on a également l'engagement intergouvernemental sur le régime foncier qui définit des objectifs nationaux en hectares en vue du foncier. Et il y a également la mise à disposition d'un soutien aux mécanismes nationaux. Et nous avons également le T3F dont nous avons parlé. Donc, aucun de ces éléments ne fait partie des négociations. Donc, ça, c'est des engagements qui apparaissent et les pays pourront adhérer à cela et les autres entités également. Mais ce ne sera pas fait par toutes les parties dans le cadre d'un accord contraignant au cours des négociations. Donc, je dois regarder le temps et je m'excuse auprès de mes collègues, mais je voudrais inviter Bassirou Issa du Répaliac. C'est un Camerounais en Afrique centrale. Et on a également Estubio Rero Rengi, notre frère d'Aman en Indonésie. Je vous invite à ouvrir vos caméras et
à partager avec nous dans le cadre de cette discussion. Merci. Bassirou, merci. À vous la parole. Okay. Merci infiniment. Thank you very much. Je ne sais pas si vous I hope m'entendez. everyone can hear Nous me. vous entendons très bien. Merci Okay. infiniment. Thank you very much. Bonjour, bonsoir. Good afternoon, good evening. Je vous parle depuis From the de country Brazzaville of dans le bassin Cameroon. du Congo. C'est un honneur pour nous All of de us participer à cette session importante, ce will que be vous avez talking appelé le sprint final vers la COP about 30. Repaliak. So, Comme vous le savez, le Répaliac se prépare pour cette échéance importante fully prepared et nous préparons également nos participants pour to cette COP 30 parce que have nous avons une série de 5 demandes, deliverables. ce que nous appelons également nos priorités pour la COP. For L'intérêt Repaliak principal de la to COP de Répaliac, c'est include youth promouvoir participation l'inclusion des peuples autochtones et des communautés locales dans la gouvernance forestière et dans la stratégie climatique, y compris and also sur le plan mondial, parce que nous faisons partie de l'Alliance mondiale des collectivités territoriales. Nous voulons une meilleure reconnaissance de l'Alliance mondiale et avoir un meilleur positionnement de l'Alliance au niveau mondial. Comme vous le savez, le REPALIAC, c'est un réseau des peuples autochtones et des communautés locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers en Afrique centrale. Le REPALIAC joue un rôle primordial dans la représentation des voix de la base dans le bassin du Congo parce que vous savez, le REPALIAC est constitué de plus de 450 organisations autochtones de la base et nous sommes présents dans 8 pays avec 8 coordination opérationnelle au plan national. Donc, à l'approche de la COP 30, le REPALIAC a des stratégies prioritaires qui sont alignées avec les objectifs régionaux et nationaux. Ces priorités comprennent la reconnaissance des, des droits fonciers autochtones et de la préservation et la propriété des peuples autochtones. Le RIPALIAC va promouvoir la reconnaissance formelle des droits des PACL comme une pierre angulaire de la biodiversité et de la protection du climat. Le bassin du Congo, c'est la deuxième forêt tropicale la plus grande et sa préservation repose sur euh, la reconnaissance des droits des peuples autochtones, y compris les communautés locales. Cela dit, la COP 30 offre une plateforme qui permettra de promouvoir un cadre juridique pour assurer les droits fonciers et protéger de l'expropriation ou alors de l'accaparement des terres. La deuxième priorité du RIPALIAC au cours de la COP 30, ce sera le financement direct, notamment les fonds climatiques, ce que nous appelons généralement le financement climatique. L'une des demandes, c'est l'accès équitable au financement climatique. À la COP 30, le REPALIAC va faire une invitation à des sources de financement dédiées aux initiatives menées par les communautés. Un mécanisme simplifié pour permettre aux communautés locales de faire une demande directe et un renforcement de la transparence et de la redevabilité en matière de distribution des fonds. Je crois que cela est. Je voudrais vous informer que le REPALIAC a créé son mécanisme de financement, ce qu'on appelle le fonds du REPALIAC. Cela s'aligne sur les coalitions, les initiatives des peuples autochtones dans le monde en matière de financement. La troisième priorité stratégique du REPALIAC, c'est l'intégration des connaissances traditionnelles. Dans ce contexte, nous voulons rappeler la valeur des connaissances écologiques autochtones en matière de contrôle forestier, en adaptation forestière, y compris dans la résilience. Nous voulons qu'il y ait une inclusion formelle dans les processus de planification nationaux et internationaux et s'assurer que les pratiques traditionnelles ne sont pas mises de côté par une approche descendante. La quatrième priorité de Repaliac portera sur la représentation. Donc, le Repaliac
aura une demande sur la représentation lors des négociations. Vous savez, j'ai vu la présentation de notre de Cultural Survivor, de notre collègue qui a fait une présentation sur le grand nombre de peuples autochtones qui vont participer. Avec ce grand nombre de délégations autochtones qui devraient participer à la COP30, nous voulons renforcer la présence des peuples autochtones dans les espaces de discussion et de négociation et dans les pavillons officiels, un dialogue avec les délégations de l'Afrique centrale et nous voudrons avoir un statut d'observateur dans les sessions clés. Et enfin, le REPALIAC voudrait également une collaboration régionale et une visibilité régionale. Nous allons utiliser la COP30 pour établir des alliances avec les frères d'Amazonie, du Congo et de l'Asie du Sud-Ouest. Nous voulons amplifier la voix des communautés forestières dans les discussions climatiques. Le REPALIAC voudrait également renforcer la visibilité en ce qui concerne les questions liées aux défis uniques de l'Afrique centrale, notamment l'exploitation minière et tous les tares que vous connaissez. Le REPALIAC, les attentes du REPALIAC sont axées autour de la justice, de l'inclusion et l'autonomisation. Le REPALIAC ne voudrait pas juste être entendu, nous voulons également façonner les discussions qui ont une importance sur les moyens de subsistance, sur les forêts et sur le futur. Donc, voici ce que je pouvais dire en ce qui concerne les attentes du REPALIAC et la manière dont nous allons nous déployer à la COP30. Merci de m'avoir écouté et je suis disponible pour répondre aux questions. Merci, Bassirou. Nous allons revenir vers vous avec des questions. Est-ce que nous pouvons écouter notre frère Estudio et Abdi Akbar Daman? Et puis, nous allons revenir avec des questions. S'il vous plaît, euh, les gens qui nous écoutent, s'il vous plaît, veuillez mettre vos questions dans la rubrique questions et réponses ou alors dans la boîte de discussion. S'il vous plaît, Estubio, vous avez la parole. Oui, désolé, Philippa, je vais parler en indonésien, en basse. Donc, si vous voulez écouter en anglais, mettez-vous sur le canal anglais pour... euh, on aura la traduction du coup dans toutes les langues. Allez-y, c'était mieux. Donc, pour nous, Indonésiens, autochtones, la chose la plus importante, c'est la reconnaissance des droits des peuples autochtones. C'est le pilier principal de cette crise climatique. Pourquoi? Parce que la COP30 donne de l'élan où les gouvernements, spécifiquement le gouvernement d'Indonésie et aussi les partenaires internationaux globaux, doivent reconnaître les droits des peuples autochtones sur leurs terres, car ce sont les piliers principaux pour surmonter la crise climatique. Dans le contexte de l'Indonésie, nos forêts autochtones, nos territoires autochtones doivent être reconnus légalement, ils doivent être protégés par rapport à nos terres, elles devraient être gérées sur la base des valeurs traditionnelles des peuples autochtones. Je pense que c'est quelque chose que nous cherchons à la COP. Et nous voulons aussi construire une connexion entre l'action climatique et les connaissances des peuples autochtones. Cela est essentiel. Pourquoi? Parce que les connaissances autochtones aident à renforcer le discours de la terre durable. Et nous voyons ici à la COP30 une différente situation. Pourquoi? Parce que les voix des peuples autochtones sont mieux organisées et plus fortes et reconnues. En Indonésie, nous
consolidons continuellement avec d'autres ONG pour renforcer le discours sur les peuples autochtones et aussi pour construire un engagement fort avec les jeunes et les organisations de jeunes et de femmes. Nous savons aussi qu'il y a encore des écarts, des lacunes et des défis par rapport à la reconnaissance. Cependant, nous continuons nos efforts pour que l'élan de la COP30 continue. Et si on regarde le processus global de la COP, la zone bleue semble être la zone où les négociations à haut niveau et les processus de décision aura lieu, mais nous pouvons aussi utiliser d'autres zones comme la zone verte. C'est quelque chose où nous devons créer des ponts dans les espaces existants pour qu'ils soient utilisés, pour que les voix des peuples autochtones puissent être levées et pour que nous puissions participer dans les processus de décision, de prise de décision. Parce que si nous focalisons seulement sur la zone bleue, ce que je crains, c'est que nous, nous allons finir avec un document qui finalement n'aura pas d'impact et qui n'aura pas de sens. Mais en fait, si on est capable de parler dans les autres zones, ça aura plus d'impact, de faire entendre nos voix. Et donc, pourquoi nous voyons la COP30 comme un mouvement avec de l'élan? Parce que c'est une opportunité pour parler de l'avenir des peuples autochtones et de la planète. Et nous espérons que à la COP30, nous puissions renforcer la position des peuples autochtones comme partenaires égaux dans le contexte de la gouvernance climatique. En Indonésie, pour nous, la reconnaissance de nos territoires autochtones devrait faire partie de la stratégie nationale climatique. Le 28, à la COP 28, il y avait eu déjà des mesures prises par le gouvernement d'Indonésie, un engagement qu'ils ont pris dans le document SBJ. Le gouvernement d'Indonésie ont montré une attention particulière pour accommoder les peuples autochtones. Donc nous espérons que pendant cette COP 30, les peuples autochtones ne seront pas seulement des parties prenantes, vues comme des parties prenantes, mais aussi des détenteurs de droits et les défenseurs de l'environnement. Voilà tout de ma part. Merci beaucoup, Philippa. Merci beaucoup, Estebio. Et je pense que ce que vous avez mentionné par rapport à la construction d'alliances entre, par exemple, les femmes, les mouvements des femmes et de la jeunesse et des organisations des peuples autochtones, c'est tellement important que nous partagions, car nous partageons beaucoup des mêmes objectifs et aussi où nous pouvons soutenir nos voix entre nous, la représentation dans l'espace de négociation grandit, car tout le monde donne les mêmes messages au sujet des droits et pas seulement être, comme vous l'avez dit, des parties prenantes, mais des détenteurs de droits et des façonneurs de la discussion. Et nous avons parlé de cela dans notre dernier briefing par rapport à la finance climatique, que les peuples autochtones façonnent les flux financiers et spécialement les financements directs au fonds territorial. C'est quelque chose maintenant que tous les financeurs, auxquels tous les bailleurs de fonds doivent réfléchir quand ils conçoivent leurs programmes. Je suis intéressé à la fois pour vous, Estebio, et pour Bassirou, sur vos réflexions par rapport à vos espoirs des conséquences durables de cette COP qui aura une présence autochtone plus grande que jamais. Qu'est-ce que vous espérez que cela garantira pour les COP futures? Peut-être que Estobio, vous voulez commencer? Ok, alors, c'était quoi la question? Excusez-moi. La question, c'était quels sont vos espoirs des conséquences durables de cette COP
comme je l'ai dit, avec une grande présence autochtone. Quels sont vos espoirs sur le changement de ce processus à l'avenir? Bon, pour la COP 30, je pense que c'est un genre d'indicateur pour nous, les peuples autochtones, car à cette COP, nous avons du mouvement et un élan pour construire un discours concret vers le changement climatique. Car nous savons qu'il y a des connaissances qui sont la base pour nous de faire face au changement climatique. Et dans le contexte de l'Indonésie, nous assurons que certaines choses, particulièrement que les peuples autochtones fassent leur travail en tant que gardiens des forêts et que nous gérons les forêts de façon durable. Mais les défis sont que nous n'avons pas reçu suffisamment de reconnaissance. Nous faisons tellement de travail pour protéger nos forêts et donc nous voulons qu'il y ait des engagements, comme l'a dit Bassirou, pour l'accès aux finances justes et nous voulons qu'elles soient simplifiées pour qu'on puisse y accéder. Et pour la COP 30, par rapport au fonds de pertes et dommages, ce à quoi nous faisons face ici, ce n'est pas juste une question d'économie ou d'aspects sociaux, mais aussi des questions spirituelles. Et cela a été exploité. Donc nous avons besoin de la reconnaissance vers cette situation à laquelle nous faisons face en tant que peuple autochtone. Et sinon, à part cela, je pense que nous savons que sans les grands ponts dans chaque espace, à la fois dans les prises de décision, dans la zone bleue, dans les forums, je pense qu'il n'y a pas d'engagement qui sont sur les côtés, qui sont pour les peuples autochtones. Donc, mes espoirs pour cette COP, c'est qu'on puisse renforcer les positions des peuples autochtones et leurs alliés en tant que détenteurs de droits et aussi à obtenir plus de reconnaissance pour les peuples autochtones et leur territoire, car cela fait partie de la protection de la terre. Et pour les plans de 2030, je ne veux pas que nous soyons des parties prenants symboliques, mais que nous soyons reconnus qu'est-ce que nous essayons de trouver des solutions pour protéger la planète. Nous espérons que les peuples autochtones ne soient pas vus seulement comme des parties prenantes standards, mais aussi des détenteurs de droits pour faire face au changement climatique. Merci, Eusebio Bassirou. Vous voulez rajouter quelque chose à l'intervention d'Eusebio par rapport à ce que vous espérez voir au COP futur par rapport à la représentation des peuples autochtones dans la prise de décision? Oui, merci beaucoup et merci mon frère pour avoir levé ces problématiques. Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez déjà dit. Vous savez, la COP, c'est trop grand et parfois les espaces qui sont alloués aux peuples autochtones sont, sont très petits. Donc, il y a beaucoup de peuples autochtones viennent de pays où ils ont quelque chose à présenter. Parfois, ils n'ont pas accès même à la zone verte et c'est là où les décisions sont prises. Donc, vous savez, à Ripariak, par exemple, nous avons essayé de voir comment nous pouvons influencer pour que les peuples autochtones aient 1 ou 2 jours dédiés où nous disons que ce sont des jours pour les peuples autochtones. Ce n'est pas juste les peuples autochtones qui font des manifestations dans la rue, mais c'est où tous les leaders peuvent se focaliser et dédier leurs jours pour les peuples autochtones.
Et je pense que Reperiac essaye de voir comment ils peuvent travailler avec d'autres organisations comme Aman, comme la COICA, comme la MPB ou APIP qui font partie de l'Alliance globale et d'autres peuples autochtones pour voir comment est-ce que les peuples autochtones peuvent avoir un jour dédié ou 2 jours dédiés au sein de la COP. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, c'est de voir avec notre expérience sur le premier congrès que nous avons organisé au Congo-Brazzaville. Nous avons vu comment les peuples autochtones euh, parlent de plein de sujets. Et donc, sauf si nous avons un temps dédié pour nous ou une attention dédiée où tout le monde va s'arrêter autour de la COP et écouter les peuples autochtones, notre voix ne vont pas vraiment être écoutées à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gouvernements, la plupart des organisations sont principalement intéressés sur la participation des peuples autochtones à la COP dans les événements parallèles et de participer dans les panels de discussion. Mais vous ne voyez pas d'organisation ou de gouvernement qui réellement euh, pousse pour que les peuples autochtones participent et influencent les décisions. Donc, nous pensons que c'est très important pour nous d'avoir, de modifier, de transitionner, d'être des simples participants à des décisionnaires, des preneurs de décision à la COP, car nous voulons être dans le processus de prise de décision. Et, et parce que vous savez que les décisions sont prises, sont faites avant d'être prises. Et donc, nous voulons participer au bon endroit. Nous voulons modifier mm, notre participation à l'échelle où les décisions sont prises. Et donc, je pense que ce sont le genre d'initiatives et d'innovations que nous voulons voir dans les prochaines COP. Merci beaucoup. Je pense que ce serait très intéressant de suivre ce qui a lieu au Brésil, car ils ont entraîné beaucoup de jeunes autochtones en tant que négociateurs. Et donc, il y a un programme qui s'appelle Kuntali Kutu sur lequel ils ont travaillé cette dernière année pour former ces jeunes à être des participants dans le processus de décision, parce que sinon, les peuples autochtones sont considérés comme des constituants observateurs et cela les sort des espaces de prise de décision. Mais une fois qu'ils sont formés en tant que négociateurs, et qu'ils sont dans les espaces de prise de décision et de négociation, je pense qu'on pourra commencer à avoir une grande transition. Et juste pour partager un désir personnel personnel, j'aimerais voir les peuples autochtones qui proposaient toute une délimitation autour de l'accord de Paris et de comment nous voyons l'accord de Paris dans le contexte du monde et notre relation à la nature et ne pas être trop euh, impliqué dans le langage technique de la COP qui est vraiment difficile et le langage légal et technique de la COP qui est vraiment difficile à comprendre, mais de dire, de raconter la grande histoire, l'histoire principale de pourquoi c'est important. Et je pense que les peuples autochtones sont bien placés pour pouvoir faire cette synthèse et montrer leur cosmologie, cosmovision autochtone. Euh, Si on peut retourner au diapo, Axel, et ensuite je vais ramener nos intervenants pour répondre aux questions du public. Donc, par rapport à l'amplification de l'action à la COP, si vous êtes une personne autochtone qui va à la COP, ce serait très utile de rejoindre le caucus autochtone si vous le pouvez et d'être là aux réunions quotidiennes, généralement tenues à 10 heures dans la zone bleue. C'est l'espace où vous pouvez participer à des groupes de travail sur des thèmes clés et vous pouvez plaidoyer pour la position du caucus, formuler des demandes, suggérer des textes qui seront inclus dans les négociations. Ce n'est pas la seule voie, mais c'est une des voies importantes. Et j'ai mentionné aussi le programme d'action, même si vous n'êtes pas dans la zone bleue et dans les négociations. Le programme d'action concerne toute la société et la possibilité d'ensuite collaborer avec d'autres personnes qui veulent être des alliés et veulent pousser cet agenda de l'avant.
par rapport à faire entendre votre voix à la COP 30, vous pouvez vous inscrire à l'engagement, donc les promesses. Donc, il s'agit du renouvellement de la promesse de la tenure foncière. Vous pouvez rejoindre une campagne de plaidoyer international, The Answer is Us, qui est coordonnée à travers de API et avec d'autres organisations partenaires. Et sur le terrain, à Belém, il y aura bien sûr la COP autochtone qui aura lieu dans le village et aussi le sommet des peuples au milieu de la COP à l'Université fédérale du Pará. Et ça, il s'agira d'un espace beaucoup plus intersectionnel, transverse, multisociétal, qui parlera des réponses que nous pouvons apporter. Par rapport à l'accès à Granlois, donc notre équipe, moi je serai présente à Belém au Brésil du 7 au 14 novembre et Paula, ma collègue, du 10 au 18 novembre. Nous allons produire des briefings écrits que nous enverrons à notre liste de d'email le premier jour de la COP, au mi-parcours et à la fin de la COP. Et il sera principalement concentré sur des problématiques qui sont en lien avec les peuples autochtones. N'hésitez pas à utiliser notre canal WhatsApp aussi pour nous poser des questions, pour partager les événements dans lesquels vous êtes impliqués et vous assurer que les autres personnes sont au courant aussi. Vous pouvez aussi nous envoyer un message direct sur WhatsApp ou par mail. Super. Inviter tous nos intervenants à revenir pour répondre à certaines des questions posées par les participants dans le chat. Donc, il y a une question concernant la couverture médiatique et s'assurer que les intervenants soient disponibles. Peut-être que Edson, vous pouvez parler un petit peu de ça par rapport à ce qui se passe à Culture Survival et Eustobio Baziru peuvent parler un peu de comment l'Alliance globale communique pour s'assurer que ces messages sont entendus. Merci, Philippa. Merci de m'avoir posé cette question. Donc, je vais essayer de répondre à certaines questions que j'ai vues dans la boîte de discussion. Je, je crois qu'avec Culture Survivor et les autres alliés, nous ne pouvons pas faire ce travail seuls. Les peuples autochtones ne peuvent pas travailler en autarcie. Nous, nous- un groupe d'alliés est nécessaire. Nous avons établi ces alliances entre peuples autochtones parce que nous sommes différents de l'Indonésie, de l'Afrique, des Philippines, du Brésil et même de l'Amazone. Nous avons tellement de sensibilité culturelle. Nous avons l'Alliance des forêts. Nous avons tellement de coalitions qui peuvent soutenir notre travail. Nous avons, à travers Culture Survival, nous avons appris cela au cours des 15 dernières années. Il est important de pouvoir nouer, de tisser des liens et j'apprécie le travail que vous effectuez. Vous, Philippa, et nous aimons vraiment la façon dont vous travaillez. Vous permettez d'approcher une audience plus large, notamment la société civile, les partenaires, les intervenants internationaux, parce que euh, je ne voulais pas me plaindre. Certaines organisations ne ciblent que certaines personnes. Merci de pouvoir amplifier cette interaction. Je crois que ça, c'est déjà la solution. S'il vous plaît, toutes les personnes ici, nous devons renforcer nos mécanismes de collaboration. Nous devons mutualiser les efforts. Nous devons nous écouter les uns les autres parce que Culture Survivors, nous, nous aurons une équipe de plaidoyer et de communication pour soutenir les peuples autochtones. Nous avons même des interprètes que nous mettons à disposition gratuitement pour pouvoir discuter avec les journalistes. Si, si vous voulez aller à une rencontre bilatérale, par exemple, nous avons plusieurs
des amis qui parlent espagnol, allemand. Il y a plusieurs personnes qui sont là, qui sont à votre disposition pour soutenir le travail. Donc, nous sommes là pour vous soutenir. Nous sommes là pour soutenir les peuples autochtones, les organisations de peuples autochtones de la meilleure façon que nous pourrons. Merci. Bassirou, est-ce que vous voudriez dire comment l'Alliance mondiale transmet les messages au public? Bassirou, est-ce que vous avez entendu la question? Hello, please. Comment est-ce que l'Alliance mondiale relaie les messages, se rassure que les voix soient amplifiées, notamment dans les conversations publiques, auprès des médias? Comment vous le faites? Comme vous le savez, nous sommes l'Alliance mondiale des collectivités territoriales. Yeah, the Nous avons une Indigenous équipe de communication qui est déjà sur le terrain et qui travaille. Community. Um, Je pense que toute organisation, organization has a place to, nous avons des activités mondiales, mais nous avons également les activités de nos organisations membres. Je crois que done. So I think tout se passe bien en termes de communication. Très bien. yep. Une autre question qui a été posée est celle de savoir, est-ce qu'on peut voir, Estobio a parlé de cela, est-ce qu'on peut voir un mécanisme similaire, notamment dans la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique et même la Convention sur la biodiversité, l'article 8J, avoir un corps consacré aux peuples autochtones dans les, les conventions les trois conventions de Rio, est-ce que nous pouvons avoir un mécanisme similaire, mécanisme dédié aux peuples autochtones pour avoir un rôle un peu plus direct dans les négociations? Qu'en pensez-vous? Bassirou, ou Edson, ou Estobio, est-ce que vous pouvez prendre la parole? L'un d'entre vous, sentez-vous libre? Une personne dit que ce sera pour les peuples autochtones et les communautés locales. L'article 8G porte sur les peuples autochtones et les communautés locales. Nous voulons avoir quelque chose de similaire dans la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique. Je pense que nous avons déjà mis ce dossier sur la table à Riyad. Je crois que c'est une discussion qui est en cours et les points focaux sont déjà en train d'être identifiés. Donc, j'espère jusqu'à Belém, nous allons mener la conversation à un autre niveau. Donc, nous espérons que dans cet espace, qu'il y ait des synergies entre les conventions. On peut également identifier les mécanismes qui travaillent bien dans une convention et voir comment on peut les amener dans une autre convention. D'accord, exactement. Exactly. Et le rôle des peuples autochtones dans la conservation, ce qui est plus reconnu dans le processus de la Convention sur la biodiversité. Estobio, vous vouliez dire quelque chose? Je crois que beaucoup de travail doit être effectué dans ce sens. Même si je suis peuple autochtone, même si je viens d'un environnement autochtone, donc il est important de prendre en compte les réalités des peuples autochtones, des communautés locales. Ces communautés doivent avoir davantage d'accès. Donc, il y a très peu d'opportunités d'accréditation pour les peuples, les PACL. Donc, cela ne leur permet pas souvent d'être reconnus en tant qu'entité. Donc, nous avons besoin. Parfois, nous devons demander de la permission à nos amis de communauté locale pour qu'ils portent nos messages. Donc, il y a un besoin de reconnaissance. Des mécanismes doivent être mis sur pied pour que ces communautés soient reconnues comme des entités elles doivent faire partie des processus de prise de décision. Donc, voilà ce que je voulais dire. Parce que, en toute honnêteté, il y a
intentionnellement ou on utilise parfois ce cadre pour compromettre les droits des peuples autochtones. On dilue parfois les droits des peuples autochtones. Il y a l'ancien gouvernement de Bolsonaro, ils avaient l'habitude de le faire, essayer de, de réduire les droits des peuples autochtones en tant que droits collectifs. Par exemple, en promouvant l'exploitation illégale. Donc, qu'est-ce qu'on appelle communauté locale? Parce que la société civile ne peut pas être reconnue comme une communauté locale. Par exemple, en ville, il y a des priorités différentes. Dans plusieurs villes, il y a même parfois des clashs, des conflits avec les peuples autochtones en termes d'agenda. Donc, et ça, c'est un manquement important, c'est une lacune importante qui doit être comblée. Nous sommes donc là pour soutenir les communautés traditionnelles, les communautés de Quilombola, toutes ces communautés locales qui sont en train de se battre pour la reconnaissance. Ça, c'est un manquement politique qui doit être adressé pour qu'il n'y ait pas davantage de problèmes, de conflits, de confusion. Merci. Merci. Et ça, c'est une question spécifique sur le plan national, la manière dont les communautés sont considérées dans les différents États. Je ne sais pas si mes collègues pourraient mettre le lien vers notre sondage de feedback avant que je dise au revoir ou je dise merci à nos panélistes. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire? Merci infiniment. Estobio, vous vouliez dire quelque chose sur cette question ou certaines des questions qui ont été soulevées. Je vais vous donner les dernières minutes de notre atelier ou webinaire. Je réfléchis à la façon dont nous travaillons dans la plupart des conférences. Nous devons faire preuve d'efficience et d'efficacité, notamment en ce qui concerne les questions liées aux peuples autochtones. Donc, c'est quelque chose que nous devons aborder. Nous devons discuter cela dans les caucus de peuples autochtones. Comment nous pouvons intégrer toutes les questions. Nous parlons des mêmes questions juridiques des peuples autochtones. Dans la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, notamment l'article 8G, donc jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'intégration de tous les forums de prise de décision en ce qui concerne les réunions onusiennes. Et j'estime que l'intégration est nécessaire et elle doit faire l'objet d'une discussion pacifique et expresse dans les forats autochtones. Il y a tellement de récits qui mettent de côté, comme le collègue l'a dit, il y a plusieurs récits qui nous mettent de côté, nous les peuples autochtones. La pratique usuelle n'est pas à notre avantage. Pour nous en Indonésie, par exemple, le soutien ou alors les lignes directrices sont importantes pour la COP, même s'il y a des engagements de la part des gouvernements à la COP, mais après la COP, lorsqu'ils rentrent dans les pays, comment est-ce qu'ils mettent en œuvre les initiatives prises au niveau de la COP et au niveau national? Donc, c'est quelque chose dont nous devons assurer un suivi. À la COP 31, on n'aura plus des engagements qui seront couchés sur du papier ou sur des documents sans cadre de mise en œuvre. Donc, cela ne doit pas se reproduire à la prochaine COP. Je crois que nous devons revenir sur cela dans nos différents récits. Merci infiniment. Le travail n'est jamais terminé. C'est ce que je voudrais remercier tous nos contributeurs
Merci pour Monsieur Abassirou, merci à Estudio, merci à Edson. Merci à nos représentants d'Aman, merci à nos interprètes et à l'équipe qui travaille en coulisses. Merci à ma collègue Paola et à vous tous pour l'attention que vous avez accordée pour les questions. Je suis désolé si nous n'avons pas pu parcourir toutes les questions que vous avez posées, mais s'il vous plaît, veuillez rejoindre nos groupes WhatsApp ou notre liste de diffusion. Nous serons heureuses et heureux de poursuivre la discussion. Et merci infiniment et partagez ce webinaire avec vos collègues et vos communautés. Merci infiniment. Et si vous voyagez, si vous allez au Brésil, nous vous souhaitons un excellent voyage et j'ai hâte de voir tout le monde. Au revoir. Portez-vous bien. Merci very infiniment. much, and Merci, c'était une très bonne thank you. réunion, c'était un très bon webinaire. On se voit au Brésil.